protégé ce château. On a assez peu de risques d'être attaqué là. Oui, c'est très impressionnant. Quand on arrive et on voit ces remparts, ces donjons, on fait un bond en arrière. Vous savez combien de tours surplombent la vallée? Ah non, pas 52. 52, impressionnant. On le dit, allez, on le dit. On est à Carcassonne. Carcassonne. Alors ça a d'abord été une ville romaine, avant d'être une cité médiévale. Et aujourd'hui, c'est une ville qui accueille un festival. C'est quand même un endroit magique pour accueillir un festival. Ah, je me réjouis de découvrir l'endroit où on va jouer ce soir. Est-ce que vous avez pris votre épée et votre cotte de maille? Non, mais j'ai mon archet, donc je pense que ça devrait suffire. Hein. J'espère que le public sera un peu moins hostile que n'ont pu l'être les assaillants. C'est ça. Est-ce que vous allez nous ensorceler? Est-ce que vous êtes un peu ensorceleur? Parce que quand on est dans un château comme celui-là... ensorceleur, je sais pas. J'espère que je vais vous faire rêver, voilà. Bonjour Renaud Capuçon. Bonjour. Avec vous, Carcassonne a choisi l'un des plus fervents ambassadeurs de la musique classique. Je crois que vous donnez plus de 120 concerts par an. Vous assurez la direction artistique de 2 festivals. Votre dernier album, Le Violon Roi, est disque d'or. C'est dire à quel point votre passion est contagieuse et j'espère que vous allez nous faire rêver donc ce soir. J'espère aussi. Je vous propose qu'on découvre ce château et cette scène qui nous attendent, qui vous attendent. On y va ? Plaisir. On y va. Vous êtes bien sur l'affiche? Ah ouais. Je crois que oui. Ouais. Le premier, vous ouvrez le bal quand même. Hein, traverser un pont-levis pour aller jouer, j'aime bien. Il manque le tapis rouge. Ce soir, vous êtes donc accompagné au piano et pas par n'importe qui. On joue ensemble avec Guillaume Bellam, qui est un pianiste merveilleux de 20 ans, 22 je crois. Et on joue souvent ensemble, on a beaucoup de projets. Bonjour. Je suis ravi. Bonjour. Vous êtes l'un des plus jeunes pianistes de la scène classique française. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer avec Renaud qui a... Qui est vieux, c'est ça que vous voulez dire? Non, pas qui est vieux, mais qui a beaucoup d'expérience. Ben oui, justement, l'expérience, c'est quelque chose qui se transmet très naturellement et c'est une présence rassurante et très inspirante à la fois. Et à chaque fois que je joue avec lui, j'ai l'impression d'avoir gagné 10 ans de scène d'un coup. Vraiment, vraiment. Mais moi, pareil, j'ai l'impression je rajeunis. Moi, je perds des années, en fait, avec toi. J'ai l'impression de rajeunir. Mais c'est ça l'avantage des générations qui jouent ensemble. Bon, moi, j'ai envie de vous demander à l'un et à l'autre quel est votre plus beau souvenir de concert. Je pense qu'un des plus beaux souvenirs, c'était un concert avec Carlo Maria Giulini, qui est ce chef italien, qui était ce chef italien extraordinaire, quand j'avais 16 ans. La 9e symphonie de Beethoven, j'étais au fond des seconds violons, donc tout petit, tout au fond de l'orchestre. Et j'ai eu la première grande émotion musicale de ma vie. Et vous, Guillaume, alors, votre plus beau souvenir de concert? C'était, je pense, la première fois que j'ai joué avec orchestre. Je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça, je me souviens plus. Et d'avoir cette masse derrière, ces 60 musiciens qui vous portent. Et c'est le premier souvenir où je suis ressorti de scène avec vraiment je savais que quelque chose s'était passé, quoi. Renaud, votre dernier album s'est très bien vendu. Il s'appelle Le Violon Roi, disque d'or, bravo. Plus de 75 000 exemplaires vendus en ces temps de crise de streaming, c'est presque un exploit. Le téléchargement illégal, ça touche pas tellement le classique, ouais. Fort heureusement. Mais c'est vrai que c'est un très bon, c'est une très bonne nouvelle. C'est que ça veut dire que les gens ne sont pas complètement hermétiques à la musique classique. Et puis je trouve que voilà, il y a une sorte d'engouement pour la musique en ce moment. Certainement que les gens en ont besoin, avec tout ce qui se passe. On a besoin de changer d'air, on a besoin de sortir de cette atmosphère toujours un peu écrasante de l'actualité. Et la musique classique en fait partie. La diversité culturelle, c'est l'essence même de ce festival de Carcassonne, qui met à l'honneur des concerts, mais aussi du théâtre, de l'opéra, de la danse.
Au total, 110 spectacles et un parrain cette année, Francis Huster, qui nous dévoile 2 créations mises en scène par Steve Suissa. La première, un seul en scène, intitulé Le Théâtre Ma Vie. Ça fait plus de 50 ans, Francis, que vous êtes sur les planches, vous avez interprété des centaines de rôles. Dans ce seul en scène, vous faites tomber tous ces masques que vous avez portés pour nous livrer quoi? Je revis. C'est-à-dire que tout d'un coup, je suis avec Adjani, je revis ce que j'ai vécu avec elle. Tout d'un coup, je suis avec Weber, je revis ce que j'ai vécu avec lui. Tout d'un coup, je suis avec François Mitterrand. Et je ne me juge pas. Je fais pas ça comme une traversée de miroir. Je fais ça, au contraire, comme une douche. C'est-à-dire, voilà ce qui m'est arrivé dans ma vie. Alors, à table avec mon père, j'avais pas le droit de mettre les coudes sur la table. J'avais pas le droit de finir avant lui, j'avais pas le droit de sortir de table avant qu'il ait fini. Et puis quand il y avait des pêches, alors toute ma vie j'ai bouffé que des pêches pourries. J'allais prendre des pêches, mais prends celle-là, puisque tu vois bien qu'elle est déjà un peu gâtée. Demain elle sera plus bonne. Alors toute ma vie je me suis tapé celle qui était gâtée le lendemain. Voilà. Est-ce que vous vous êtes fixé des limites? La frontière, elle est assez ténue entre la vérité, celle du cœur d'une part, et l'impudeur d'autre part. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée? Bien sûr que je me suis posé une question à propos de l'impudeur, vu ce que je raconte de ma vie, qui a été terrifiante parfois. Mais justement, c'est là où Steve Suissa est très important, parce que sur les 6 heures que j'ai écrites, il en a enlevé 4 heures. 4 heures et demie même. En me disant, ça te touche toi, mais nous, ça ne nous touche pas, à éjecter. Ça, c'est drôle pour toi, mais pour nous, c'est pas drôle, à éjecter. Et c'est très curieux, parce que finalement, l'heure et demie qui reste, c'est l'heure où j'ai plus l'impression d'être comédien. Bon, il y a 2-3 moments dans ce spectacle où ça me touche vraiment de revivre ça, quoi. C'est pas si marrant que ça. Un soir, je me retrouve tout seul dans la chambre et je me demande si je rêve ou si je rêve pas. Et je vois un truc rond, dans le noir, une lampe de poche. Et je me souviens, parce qu'on se souvient toujours dans ces moments-là exactement de ce qui se passe, et j'ai dit, c'est vous. Et puis, voilà. Le reste, faut venir voir le spectacle. Ça ressemble, quand vous en parlez, quand même à une autobiographie. Alors, les autobiographies, souvent, on les écrit quand on a envie de dire au revoir. Je croyais que vous vouliez mourir sur scène. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Parce que je crois que je suis mort. Je suis en train de mourir, ce sont mes derniers rôles. Et il me semble que c'est un peu ce qui s'est passé probablement avec Gabin ou Rému ou Bourvil. C'est que tout d'un coup, tu as eu l'impression qu'il y avait quelque chose d'eux qui disait « stop, on passe à autre chose ». Et c'est ce que vous dites, vous, avec ce spectacle? Vous dites « stop, je passe à autre chose ». Ah oui, absolument. C'est peut-être le moment où je vais faire le virage pour ma dernière ligne droite. J'ai l'impression que peut-être à cause de ce spectacle, il y a des metteurs en scène de cinéma, de théâtre qui vont se dire « je pensais pas qu'Huster c'était ça ». Bah tiens, on va lui proposer ça et ça. J'ai l'impression, Francis, qu'on est un petit peu à l'heure du bilan. Alors j'ai envie de vous poser une question. Si c'était à refaire, est-ce que vous referiez exactement pareil? Dans ma vie artistique, oui, à 100%. Dans ma vie privée, non, à 100%. Merci, merci, c'est bien. Non, mais c'est très simple. Oui, hein. Ça le mérite d'être court. Non, mais la réponse est très simple. Hein. Tout a été sublime. C'est le soleil, la vie artistique, et tout a été la nuit et l'ombre, la vie privée. Mais c'est pas parce que... comment expliquer? Est-ce que vous avez eu cette carrière-là aussi et que vous avez fait ces choix-là aussi dans votre carrière parce que vous avez eu cette ombre dans votre vie privée? Mais évidemment, je pense que ça me paraît stupide à dire, mais si ta vie te comble, pourquoi faire les sacrifices que tu dois faire, que ce soit dans le sport, dans l'art, dans la science, tu peux pas. Je veux pas dire que... Oh si, je le dis quand même. Je pense que tous ceux qui ont réussi dans leur passion ont plus ou moins raté leur vie.
Un mot sur Horowitz, c'est également une création que vous allez jouer ici à Carcassonne. Ça s'appelle Horowitz, le pianiste du siècle. Pourquoi avoir voulu nous raconter cette histoire? Quand j'ai commencé à la Comédie Française, j'avais une passion pour la musique et une passion pour 3 grands musiciens. Gustav Mahler, j'ai écrit une pièce sur lui. J'ai fait aussi Toscanini. Et là, c'est la fin de la route. Et je voulais absolument incarner Vladimir Horowitz. Mais je ne savais pas du tout comment le faire. J'ai cherché pendant 20 ans. Quand Francis Huster m'a raconté la vie d'Horowitz, je me suis tout de suite penché sur son destin. Il a eu une vie incroyable. Horowitz, c'était le plus grand pianiste du siècle. C'est quelqu'un qui est né en 1903, qui a traversé les 2 guerres mondiales, né russe, mort américain, qui a plusieurs fois été proche de la mort, quelqu'un d'insaisissable. On poursuit notre balade avec une jolie rencontre, un habitué du Paris des Arts, Thomas Dutronc. J'ai pas mon coiffeur personnel, ça va pas ça. Il nous raconte le concert le plus marquant de sa carrière. C'était justement ici, à Carcassonne, en 2012. Il y a eu un orage, une pluie incroyable, et donc le concert était censé être annulé. Alors nous, avant de monter sur scène, on a un rituel. En tout cas, à l'époque, on buvait un petit shot de rhum pour se donner du courage. On dit, bon, bah alors on reboit un deuxième rhum, on attend l'heure du concert. D'un seul coup, on nous dit, il y a une petite fenêtre, le vent a tourné, mais ça peut être annulé. On peut vous dire stop à n'importe quel moment, au milieu d'un morceau, parce que c'est dangereux. Il y a l'eau qui, d'un seul coup, c'était des trompes d'eau, tu vois, qui tombaient comme ça, qui pouvaient arriver sur tout le câblage électrique sur scène, sur les retours et tout, et les guitares. Bon. Et les gens restaient quand même. Et les gens restaient sous les trompes d'eau, c'était incroyable. Et là, on jouait les morceaux comme si c'était le dernier de notre vie, et on était déchaînés, quoi. Je suis pas un homme, je suis pas une femme, juste une âme, une âme. Mathieu Chédid est également de la fête pour nous faire partager son aventure malienne et nous parler de son nouvel album, L'âme au Mali. L'âme au Mali, c'est un projet collectif, c'est un hommage au Mali évidemment, un hommage aussi à la vie. Est-ce que vous pouvez nous résumer comment est né ce projet? Je pense que c'est un retour à l'essentiel et qu'on a besoin de se reconnecter à nos racines. Et l'Afrique et le Mali, en l'occurrence pour la musique, c'est vraiment c'est une évidence pour moi. Donc voilà, c'est un projet amical qui devient une aventure exceptionnelle, quoi. Fatoumata, ça a été une évidence pour vous de participer à cet album? Oui, évidemment, parce que chaque artiste, à un moment, tu t'arrêtes et tu te dis « Ok, je suis consciente de ce qui se passe dans le monde ou je fais semblant de ne pas le savoir ». Donc c'est une démarche qui me parle totalement parce que à mon petit niveau, je suis aussi un tout petit peu engagée. Donc quand il m'a fait appel, je me sentais totalement prête à le soutenir dans cette démarche et dans ce message, ce cri de paix et d'amour et de partage. Au passage, vous inventez un nouveau son, l'afro-pop. La musique malienne, elle a quand même un côté sacré. Vous n'avez pas eu peur d'orchestrer cette fusion, d'injecter de la pop dans cette musique malienne? Si, je crois que c'est parce que j'ai eu la bénédiction de Toumani Diabaté. Quand on a commencé à faire les bases de cet album, c'est vrai que j'avais pas très envie de toucher à la kora et laisser la chose très pure. Mais c'est vraiment Toumani Diabaté qui m'a dit « Non, s'il te plaît, Mathieu, vas-y, transcende tout ça, électrise, fais du M », il m'a même dit cette phrase. Et donc c'est là où j'ai eu quelque part l'autorisation de me lâcher. Et c'est là que c'est devenu intéressant, parce que c'est pas un album de world music classique, c'est justement voilà, un métissage, l'idée de, avec plusieurs origines, créer un nouveau langage, quoi. J'entends dans ta kora parfois même ta colère. J'entends dans ta kora ton cœur qui bat, mon frère. C'est important selon vous de créer des ponts de culture entre la France et le Mali? Ben oui,
On n'en peut plus de voir l'Afrique qui pleure, qui a faim, qui est malade, qui est en guerre. Avec la musique, c'est comme un message d'espoir. Il nous porte en fait Mathieu, avec sa guitare et sa voix et avec cette bonne initiative. Donc on est vraiment, j'espère qu'on lui sera reconnaissant en tout cas. Cet album, Mathieu, il a été écrit, réalisé au lendemain des attentats de Paris et de Bamako. Il s'inscrit donc dans cette actualité-là. Est-ce que vous aviez envie aussi d'apporter peut-être une réponse à ce monde anxiogène dans lequel on vit? Oui, d'ailleurs, dans les chansons, j'aime bien aussi jouer sur les doubles sens. Comme Balles de Bamako, qui est une chanson sur la célébration. Et évidemment, on entend bien quand même les balles fusées aussi et cette fragilité dans laquelle on est tous en ce moment. Toutes les chansons parlent de ça d'une certaine manière, parce que ça parle de la vie, ça parle de l'essentiel, quoi. Mais c'est vrai que c'est un projet assez initiatique. C'est vraiment un rite de passage pour moi aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a des transformations intérieures qui se créent avec ce voyage, quoi. C'est un voyage intérieur très important qui d'ailleurs se propage d'ailleurs dans le public. On sent bien que les gens ne repartent pas comme ils sont arrivés. Qu'importe la couleur de ta peau, béni soit qui au Mali danse au son des balles de Bamako.